Christophe, c'est à vous. Let's go. Merci. Je vais essayer d'être presque aussi ludique que mon prédécesseur, aussi métaphysique que François Sarano ou poétique que Colomban de Vargas. Et alors comment ça marche? Voilà. Et donc je vais vous parler. Alors d'abord, moi je viens de Sorbonne Université, l'Institut de l'Océan Sorbonne Université. Qu'est-ce que Sorbonne Université vient faire dans l'océan? Pourquoi est-ce que Sorbonne Université est dans le grand océan? Parce qu'en fait, et peu de gens savent, Sorbonne Université est la première université marine d'Europe, la 3e dans le monde. Elle n'est pas simplement parisienne, elle est à Roscoff, elle est à Concarneau, elle est à Dinard, elle est à Bagnols-sur-Mer, elle est à Villefranche-sur-Mer. C'est 1500 chercheurs, 30 laboratoires différents qui vont des protistes, des foraminifères avec Colomban, jusqu'à l'archéologie sous-marine, la géographie, etc. Donc voilà pourquoi je suis ici et je vais vous parler de l'océan et de pourquoi c'est un sujet important pour la France et quel rôle peut jouer la France. Alors ce que vous voyez ici, c'est une assez bonne illustration de la question qu'on se pose de à qui appartient la mer. Alors, les précédents intervenants ont expliqué que la mer est un bien commun, qu'elle appartient à tout le monde, etc. Mais en vérité, est-ce qu'il y a des propriétaires de la mer? Et vous voyez bien que quand on est sur la Terre, les chemins sont tracés, il y a des palissades, il y a des repères géographiques, mais dès qu'on arrive sur la mer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de différenciation du paysage. Le paysage est uniforme, il est unique, et donc c'est très difficile de tracer des lignes pour savoir où on est et à qui ça appartient. En fait, c'est une question importante, enfin un débat qui existe depuis 400 ans en Europe au moins. Il y a 400 ans, il y a eu quelques juristes, en particulier des Hollandais et des Anglais, qui se sont affrontés sur la question. Les uns disant « la mer est ouverte, la mer est à tout le monde », et les autres qui disent « non, non, pas du tout, la mer est fermée. En tout cas, la mer près de chez moi, elle est à moi, et la mer loin de chez moi, elle est ouverte. » Grosso modo, les Portugais, par exemple, disaient l'océan Indien, c'est à moi. Si un Européen va naviguer en océan Indien, c'est un pirate. Je l'attrape, je le tue, je le pends, et j'ai tous les droits sur lui. Les Anglais disaient interdiction de pêcher en mer du Nord, du hareng, parce que ça appartient au roi d'Angleterre. Les Vénitiens disaient la mer Adriatique, c'est la mer de Venise. À tel point d'ailleurs que chaque année, le Doge sortait en bateau et se mariait avec la mer. Il lâchait une alliance dans la mer pour montrer symboliquement le lien entre Venise et l'Adriatique. Et au milieu de ce concert de gens qui veulent s'approprier la mer, qui disent la mer est un territoire comme un autre, il y en avait d'autres qui disaient non, la mer est ouverte et libre à la circulation. Et en fait, ceux qui disaient ça à l'époque, c'était les puissances émergentes, et en particulier les Hollandais. Les Hollandais disputaient en océan Indien la navigation et le commerce aux Portugais. Et comme on les accusait d'être des pirates, pour défendre leurs marins, ils ont monté toute une théorie juridique qui s'appelle de mare liberum, ça veut dire la mer est libre. Voilà, c'est un bonhomme qui s'appelait Grotius, qu'on connaît aujourd'hui dans toutes les facultés de droit public. Donc cette opposition, la mer est ouverte, la mer est fermée. Ce débat, il n'est pas complètement terminé. Par exemple, aujourd'hui, vous avez la Chine. La Chine ressemble un peu à l'Angleterre du XVIIe siècle. La Chine dit, à côté de chez moi, c'est à moi. Loin de chez moi, c'est à moi aussi, je peux y aller. Voilà. Et puis d'autres, comme nous, les Français, comme les Britanniques, comme la plupart des pays dans le monde, qui disent non, ce qui est important, c'est la liberté de navigation. Notre monde est construit autour de la liberté de navigation. Voilà, ça c'est un débat qui dure 400 ans, il y a des guerres autour de tout ça, etc., jusqu'à ce que, il y a 40 ans, exactement, en 1982, tout le monde se mette autour d'une table et discute de, finalement, où sont les frontières. Et alors j'ai appelé ça l'oncle de la Jamaïque, parce qu'en général, on parle de l'oncle d'Amérique. L'oncle d'Amérique, c'est l'oncle qu'on ne connaît pas, qui est très riche et dont on hérite par surprise. L'oncle de la Jamaïque, c'est ce qui nous est arrivé. La conférence dont je parle sur le droit de la mer, pour voir est-ce qu'il y a des frontières dans la mer, elle se passe à Montego Bay, en Jamaïque, en 1982. Et elle accouche
d'une convention internationale sur le droit de la mer qui, tout d'un coup, fait de nous, Français, qu'on le veuille ou non, qu'on aime la mer ou non, un des plus grands pays maritimes du monde. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose qu'on a recherché. Voilà, c'est une réalité, c'est un fait. Et ce fait-là, il implique un certain nombre de responsabilités pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette Convention internationale du droit de la mer à Montego Bay? On a découpé la mer en zones. D'abord, ce qu'on appelle la mer territoriale. C'est tout près des côtes. 12 nautiques, 24 km. Vous prenez un bateau, vous allez droit vers le large, vous naviguez pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, vous êtes sorti de la mer territoriale. Dans la mer territoriale, c'est à peu près la même chose que sur Terre. Dans les 12 nautiques qui sont les 20 km au large de Cherbourg, grosso modo, c'est la loi française qui s'applique, même si on est en mer. Voilà. Mais dès qu'on a franchi cette barrière des 22 km, des 12 nautiques, à ce moment-là, on n'est plus dans les eaux territoriales, on n'est plus dans la mer territoriale, et à ce moment-là, ce n'est plus la loi française qui s'applique. La zone suivante, elle est ici, elle va jusqu'à 200 nautiques, c'est-à-dire 360 km des côtes, et elle s'appelle la zone économique exclusive. Dans la zone économique exclusive, ce n'est pas la loi du pays riverain qui s'applique, mais en revanche, c'est le pays riverain qui dit qui peut pêcher et qui peut exploiter le fond de la mer pour extraire du gaz, du pétrole, des nodules polymétalliques, etc., etc. Voilà. Au-delà de cette limite, des 360 km, 200 nautiques, on est dans la haute mer. Et ça, je simplifie. Il y a une extension possible dans ce qu'on appelle le plateau continental. Je passe sur ce détail-là. Au-delà de la zone économique exclusive, on est dans la haute mer. Ça appartient à tout le monde. Ça veut dire en fait que ça n'appartient à personne. Et en ce moment, par exemple, en matière de biodiversité, il y a des grandes discussions internationales qui se tiennent à New York pour se dire, on voit bien que la biodiversité est en train de s'écrouler sur terre et sur mer. Et ici, nous, Français, on peut très bien, ou nous, Européens, puisque la pêche est européenne, on peut très bien faire des règlements pour préserver la biodiversité dans notre zone, mais les poissons ne connaissent pas les frontières, ils ne connaissent pas la zone économique exclusive. Et donc, si on veut protéger une biodiversité marine, eh bien, il faut le faire sur l'ensemble de l'océan, y compris dans l'océan qui appartient à tout le monde, c'est-à-dire en fait qui n'appartient à personne. Voilà. Et donc là, il y a des grands débats en ce moment internationaux sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait au-delà de la juridiction de chaque pays? Alors, qu'est-ce que ça implique? Donc, vous voyez en haut là les cercles concentriques. Mettons que au centre, là, cette île, c'est la Réunion. Donc, autour de la Réunion, vous avez un petit cercle bleu clair. Ce cercle bleu clair, c'est la mer territoriale. Et au-delà, le cercle vert, moi je le vois vert, un peu plus grand, c'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Okay? Appliqué à toutes les terres et à toutes ceux qui sont sous souveraineté française, ça met la France dans cette situation-là. Ça fait de la France le 2e pays maritime du monde. Plus grand, juste derrière les États-Unis, mais avec une superficie de près de 11 millions de kilomètres carrés, 22 fois la superficie de la France, plus grand que l'Australie, plus grand que la Russie, plus grand que la Nouvelle-Zélande. C'est parfait. Voilà ce qui nous arrive en 1982. Voilà l'héritage de l'oncle de la Jamaïque. Alors, ils sont où, ces 11 millions de kilomètres carrés? Est-ce qu'ils sont devant le Cotentin? Est-ce qu'ils sont au large de Porquerolles? Non, ils sont majoritairement outre-mer. Ils sont majoritairement dans le Pacifique. Alors, il y a un laser là. Bon. Alors, majoritairement, vous voyez, autour de la Polynésie française, même près du Mexique, à Clipperton, autour de Wallis, Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, et puis en océan Indien, avec la Réunion, les îles Éparses, les Kerguelen et les Crozet, et puis dans les Antilles. Voilà. Tout ça, ça fait 11 millions de kilomètres carrés. 22 fois la superficie de la France. Vu comme ça, ce n'est pas très impressionnant. Ça fait des espèces de confettis un peu répartis partout. Mais quand vous regardez ce que c'est que 11 millions de kilomètres carrés
et que vous le comparez à des pays, ça fait ça. Ça fait la superficie totale des États-Unis plus la France. Et donc souvent, on me pose la question de, OK, très bien, 11 millions de kilomètres carrés, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 11 millions de kilomètres carrés? Qu'est-ce qu'il y a dans la colonne d'eau? Qu'est-ce qu'il y a au fond de la mer? On n'en sait pas grand-chose, on va dire. On n'en sait pas grand-chose, mais de la même manière que on ne sait pas tout ce qui se passe sur le territoire des États-Unis, Alaska compris. Il y a encore des endroits où on ignore probablement s'il y a des ressources minérales ou des ressources biologiques ou des ressources halieutiques qui existent dans une telle immensité. Donc notre premier devoir, ce serait évidemment d'explorer toute cette zone-là pour comprendre ce qu'il y a dans le domaine maritime français. Quand on regarde... On le traduit alors en chiffres. François Sarano ne serait pas content que je vous montre tous ces chiffres-là. Mais grosso modo, voilà, la France est présente sur 4 des 5 océans, à part l'océan Arctique. La France a 31 voisins. 31 voisins maritimes. 31 pays dont la zone économique est contiguë de la zone économique française. Beaucoup plus que les simples voisins de la France métropolitaine. Nos 11 millions de kilomètres carrés, ça représente 65% de la zone économique exclusive européenne. Donc à nous tout seuls, on représente plus de la moitié de la zone économique exclusive européenne. Et donc si il doit y avoir un élan à donner, une politique pour les océans, elle sera européenne. Et à l'intérieur de l'Europe, la France pèse plus de la moitié des actifs maritimes. Voilà. En termes d'emplois, cet océan, aujourd'hui, c'est 375 000 emplois, 22 milliards d'euros de valeur ajoutée, et puis des secteurs d'excellence, la recherche océanographique. On a cité tout à l'heure l'IFREMER, mais on aurait dû ou pu citer Sorbonne Université, le CNRS, qui est également très, très actif en matière de recherche océanographique, avec une recherche océanographique, si je prends le cas de la Sorbonne, 3e université dans le monde, devant les universités chinoises ou japonaises ou allemandes ou anglaises. C'est considérable. Voilà. La construction navale, à Cherbourg, on est particulièrement bien placé en matière de construction navale pour savoir que c'est un savoir-faire qui allie des compétences très anciennes de soudage, etc., avec des savoir-faire très modernes. Et on est particulièrement en avance dans ce domaine-là. Le transport maritime avec CMA-CGM, 3e entreprise dans le monde pour le transport de conteneurs. Les biotechnologies et enfin les services offshore avec, par exemple, une entreprise comme Louis Dreyfus Armateur, spécialisée dans les câbles, spécialisée dans l'entretien des éoliennes offshore. Voilà. Et puis, d'un point de vue biodiversité, on parlait des coraux, qui sont des animaux et pas des plantes. 10% des récifs coralliens sont, entre guillemets, français. Quand on parle corail, on imagine tout de suite, et on a tous à l'esprit la grande barrière australienne, mais 10% des récifs coralliens sont dans des zones françaises. 20% des atolls, un atoll sur 5 dans le monde est français. 10% de la biodiversité marine, mais Michel Pelletier avait expliqué que 10%, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, c'est un ordre de grandeur considérable pour un pays finalement assez modeste comme le nôtre. On est un pays assez modeste dans notre superficie, on est un pays assez modeste peut-être dans notre puissance économique, mais du point de vue maritime, on est un pays de premier plan. Et pourtant, cet espace ou cet océan, il y a si je prends un peu de recul, qu'est-ce qui se passe sur l'océan aujourd'hui? Trois éléments. C'est le théâtre de compétition géopolitique de plus en plus dur. C'est on pourrait appeler ça également une plateforme d'échange logistique. Et puis enfin, c'est un système qui rend service à nos sociétés. Alors quand on présente les choses comme ça, il y a parmi les chercheurs certains qui disent non, l'océan il a également une valeur en soi. C'est ce qu'a parfaitement expliqué Colomban en montrant l'intrication du vivant de nous jusqu'aux microbes d'aujourd'hui. Voilà. Et donc il a une valeur en soi, il n'a pas besoin de nous rendre service pour avoir une valeur. Enfin bref, si je m'en tiens à ces trois points-là,
compétition géopolitique, avant l'invasion d'Ukraine, l'expression de la puissance et des nouvelles puissances, ça ne se faisait jamais en envahissant le pays d'à côté, ou jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et quand un pays veut montrer ses nouvelles capacités, sa nouvelle puissance, c'est toujours le cas en Chine, par exemple, en Asie du Sud-Est, la mer, parce qu'il y a la liberté de navigation, parce qu'on peut envoyer ses bateaux autour du monde sans demander l'autorisation à qui que ce soit de franchir une frontière, c'est un endroit où on montre ses muscles, où on veut impressionner l'adversaire. Vous entendez ça à la télévision tout le temps. Les Américains franchissent le détroit de Taïwan, les Chinois envoient des bateaux dans le détroit de Taïwan, etc., où vont montrer, rouler des mécaniques devant les côtes philippines ou devant les côtes indonésiennes. Donc ça a toujours été, mais ça l'est plus aujourd'hui, au moment où il y a des pays, des puissances émergentes qui remettent en cause le droit international. C'est le théâtre d'une compétition géopolitique. C'est vrai en mer de Chine, c'est vrai en Méditerranée orientale, avec les disputes autour des tracés des frontières, notamment de la part de la Turquie, entre la Turquie et la Grèce. Deuxième point, l'océan, il est central dans la manière dont nos sociétés sont organisées. Et 90% en volume des échanges dans le monde passent par la voie maritime. On voit les avions cargo qui atterrissent dans les aéroports, etc. Mais la vérité vraie, c'est que 90% de ce que vous portez, des ordinateurs que vous utilisez, tout ça passe sur des bateaux. C'est le vecteur de la mondialisation. Alors on peut le regretter, ça a beaucoup de travers, ça a beaucoup de, ça a ses revers, mais la mondialisation, ça a été d'abord la maritimisation. Et c'est encore plus vrai dans le domaine digital, mais je pense que Camille Morel l'expliquera ensuite. Dans le domaine digital, 98% des communications digitales passent dans les câbles sous-marins, sous l'eau. Pas du tout dans les satellites. Et d'ailleurs, c'est assez simple à vérifier. Quand vous téléphonez à l'autre bout du monde, vous n'avez pas de retard entre le moment où vous parlez et le moment où vous répond votre interlocuteur, qui est en Australie. Alors que si vous passiez par un satellite, il faudrait monter à 36 000 km, redescendre, tout ça se compterait en dixièmes de seconde. Et vous le sentiriez. Si vous parlez de manière fluide, ça veut dire que, avec quelqu'un qui est très très loin, ça veut dire que votre voix a été transformée en signal numérique et ça a traversé les océans, au fond des océans, à 4000 mètres de fond, et c'est allé jusqu'en Australie. Voilà, ça c'est l'océan logistique. Et aujourd'hui, après les explosions en mer Baltique, on lit pas mal d'articles en disant attention à la rupture des câbles, en particulier en Atlantique, elle nous rendrait aveugles d'un point de vue digital. Le dernier point, c'est l'océan fournisseur de services alimentaires. Il y a 3 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde qui vivent de la pêche de produits de la pêche pour leur alimentation, pour les protéines. Climatique, l'océan absorbe 90% de l'excès de chaleur que nous produisons. 90%. Il absorbe 30% des émissions de gaz carbonique que nous faisons. Et donc, il a un rôle fondamental dans la machine climatique. Il a un rôle fondamental, mais il bouge très lentement, l'océan. Il a une grande inertie. Et aujourd'hui, les signaux climatiques qui se passent à la surface de l'océan, ils sont partis pour circuler pendant plusieurs centaines d'années, peut-être même un millier d'années au fond de l'océan. Donc il absorbe l'océan, il amortit, mais il enregistre avec une grande inertie ce qui est en train de se passer à la surface de l'océan. Et puis, il rend des services énergétiques. Ce sont les éoliennes, ce sont toutes les hypothèses énergétiques sur lesquelles beaucoup d'ingénieurs travaillent pour diminuer notre empreinte carbone. Et puis enfin, c'est de la bio-inspiration. La bio-inspiration, c'est à la fois comment on utilise, on parlait des hermelles tout à l'heure. Les hermelles, ce sont des vers qui en fait construisent leurs blocs, ils collent des grains de sable les uns aux autres. Et ils les collent avec une colle qu'ils produisent eux-mêmes, une colle biologique. Et cette colle biologique, par exemple, elle est particulièrement intéressante en chirurgie. Au lieu de faire des sutures, on peut utiliser ce genre de colle. Voilà, la bio-inspiration. Et donc,
Et donc, j'ai dépassé mon temps, donc je vais vite. Les océans se transforment. Ils sont essentiels à nos sociétés, aux vivants, à la biodiversité, au climat. Et ça fait de nous, deuxième pays maritime dans le monde, un pays qui a une responsabilité particulière et donc un atout particulier dans son rayonnement et dans sa diplomatie. Merci.